Composée d'arbres et de végétaux ancrés sur les berges, la ripisylve est un milieu de transition entre la rivière et le milieu terrestre. Ces cordons forestiers protègent les cours d'eau, mais jouent également un rôle majeur dans le maintien de la biodiversité forestière. Je vous invite à aller découvrir cet écosystème avec Philippe Birnbaum, qui est botaniste et écologue, et que je retrouve ici à la Wenghi, où l'eau coule à flot. Bonjour Philippe. Bonjour Elisabeth. Écoute, je m'attendais à te retrouver en bas au bord de la rivière, mais toi tu m'as donné rendez-vous sur la crête. Pourquoi? Parce que en fait, regarde ce paysage, ce bassin versant, c'est là que tout prend naissance. En fait, les forêts ripisylves, elles prennent naissance de cette grande forêt de montagne et elles descendent le long des Talweg, donc toutes ces trouées que tu vois là, et elles vont se réunir jusqu'à former la rivière de la Wenghi. Et donc en fait, c'est vraiment une descente de ces forêts qui vont coloniser en utilisant ce petit sillon, ce petit cours d'eau. D'accord, donc si je comprends bien, ce sont des arbres qui s'échappent de cette grande forêt. D'ailleurs, on voit là des espèces de petits cordons forestiers, comme ça, donc qui s'échappent et qui suivent le chemin de l'eau. Mais en fait, tu sais, bon, les plantes, elles aiment l'eau, hein, donc forcément, c'est un milieu où elles aiment bien parce qu'elles ne sont pas du tout dépendantes de la pluviométrie, donc elles vont suivre ces petits cordons d'eau, de disponibilité hydrique tout le temps, et elles vont se réunir comme ça. Donc on a vraiment un mélange de la flore humide qui va rejoindre la flore sèche. Et puis inversement, en fait, on pourrait aussi parler des crêtes, puisque les forêts de la forêt sèche remontent le long des crêtes. Donc en fait, ce bassin versant, c'est vraiment le mixte entre ces deux types de forêts que l'on a trop tendance à séparer. D'accord, donc on retrouve les deux dans ces ripisylves également. De quoi est-ce qu'elles sont composées exactement? Et puis quel rôle écologique jouent? Alors ça, pour ça, je te propose, si tu veux, de me suivre. Et puis on va aller directement au pied de ces forêts, mettre les pieds dans l'eau et regarder comment fonctionnent ces plantes, les arbres et les végétaux. On y va? D'accord, ok, Allez. on y va. On va aller par là. Oh, disons, il fait vraiment meilleur ici que sur la crête, hein. T'as vu hein, quand même clairement la différence entre l'extérieur et Une l'intérieur. vraie différence de température. Ouais, mais en fait, c'est pas que la rivière. On pourrait penser que c'est la rivière, mais c'est aussi la présence de la forêt. Et en fait, si nous, on se sent bien ici, il faut bien voir que les autres organismes se sentent bien ici, et notamment les animaux. Tout le monde a besoin de cette eau, en fait. Donc, Ouais. tout le monde se retrouve là. Et le fait de se retrouver tous ici dans cet environnement fait que les fonctions biologiques sont rétablies. C'est-à-dire qu'on va avoir plus facilement la dispersion, la pollinisation, les croisements entre les espèces. Et c'est ça qui fait finalement le moteur de la biodiversité. Si on commence à rompre ça, et bien évidemment, les plantes, et comme les animaux, vont avoir du mal à survivre. D'accord, alors là, Philippe, on est vraiment on est dans un cours d'eau avec une ripisylve de chaque côté. Qu'est-ce qu'on trouve dans cet écosystème comme espèces d'arbres, mais aussi d'autres formes de vie? Alors, on trouve plein de choses, hein. On n'a pas que des espèces qui sont adaptées, on a des espèces qui vont profiter de cet environnement. Et donc, évidemment, il y a de l'eau en permanence. Donc, tu imagines bien que les plantes, c'est quelque chose qu'elles recherchent. Pas trop, parce que si tu vois bien qu'au milieu, il n'y a pas de plantes, en fait, hein. Ouais. On est dans des environnements où là, il y a trop d'eau. Les plantes, elles vont s'accrocher sur les rives. Donc, on les voit ici. Mais en réalité, tu vois bien que le fait qu'elles soient accrochées sur les rives fait aussi qu'il y a une fixation. Ça va permettre de maintenir ces rives, en fait. Oui, tous parce les que arbres. s'il n'y avait pas les racines, là, le sol s'effondrerait. Tout s'effondre, bien entendu, quoi. Ouais. Et donc le fait qu'il y ait des arbres derrière, il va y avoir aussi des lianes, tu vois. Par exemple ici, ça tombe bien, c'est la liane à eau. Elle tombe en plein milieu, comme ça, et tout, et dans son milieu, elle ne pourra pas vivre en dehors. Là où on était tout à l'heure, c'est impossible de retrouver cette espèce-là. Donc on va avoir des plantes qui vont profiter de ce milieu. Évidemment, il y a des petites fougères qui ne vivent que dans l'eau, qui ont besoin de ce genre de trucs. Mais on va surtout avoir une concentration de cette forêt et donc du coup de l'ombre. Et donc tout le monde va se retrouver. Et donc toutes les plantes de sous-bois, par exemple, qui ne peuvent pas vivre en dehors, vont bénéficier aussi de l'effet ripisylve. Eh oui, bien sûr. Et puis, il y a aussi tout le monde des oiseaux, effectivement. Là, on en entend plein chanter. C'est un petit peu masqué par le bruit de l'eau, mais ils sont bien là, hein, les oiseaux. Ah, on a les oiseaux, on a les insectes, la nuit on peut voir les roussettes, tout le monde profite de cet environnement. Et donc le fait que tout le monde profite de cet environnement, ça montre bien que c'est des milieux qui sont extrêmement intéressants et utiles. On est absolument dans un milieu qui est extrêmement important pour le maintien des fonctions biologiques. Ça, c'est vraiment essentiel.
Et alors, quel rôle joue cet écosystème? Alors, tout à l'heure, tu me disais donc les racines des arbres permettent de maintenir Oui. les berges, éviter qu'elles s'effondrent, mais il y a d'autres fonctions Ouf, il y également. en a plein des fonctions. En fait, là, c'est une fonction ce qu'on appelle structurelle. Ça permet de maintenir une architecture. Et comme tu disais, sinon tout va s'effondrer. En plus, ici, on est dans un méandre. On voit bien que l'eau monte très haut encore. Oui, Hein. On c'est voit vrai. bien qu'elle peut encore monter de plusieurs mètres. S'il n'y avait pas ces arbres, tout partirait. Ça, c'est sûr. Mais évidemment, regarde par exemple ici, on voit des petites racines, des petits poils absorbants rouges, là. Rouges avec les Exact, pointes blanches, ouais. tu vois. Ça, c'est vraiment typiquement des éléments qui vont permettre de filtrer l'eau, en fait. Hein. Donc, on va avoir une régulation aussi des éléments minéraux. Maintien des sédiments ici. Donc, ça évite que tous les sédiments partent finalement dans le lagon, s'éliminent. Et donc, ça maintient aussi, évidemment, toute une fertilité du sol. Et l'eau, elle est filtrée grâce à ce genre de petites racines qui vont évidemment amener une sorte d'épuration des conditions. Et donc, c'est fondamental, ces petites racines. On a une eau très claire, bien L'eau est fraîche claire, aussi d'ailleurs. et tu peux même la boire. Hein. Ah ouais. Il n'y a aucun problème. Quand on est dans l'eau de forêt, notamment quand on est proche de montagnes, l'eau est de bonne qualité. Évidemment, tu retires ça, on va avoir l'ensemble des sédiments qui vont se jeter dans la rivière et une eau qui va être de moins bonne qualité, en tout cas certainement pas transparente comme celle-ci. Ouais, mais c'est vraiment un écosystème précieux, Ah, c'est fondamental. mais très peu connu. Alors en fait, c'est très peu connu jusqu'à temps que ça disparaisse. Donc, en fait, on est ici dans un environnement, si tu veux, qui est le dernier environnement à disparaître. En fait, quand on coupe les forêts, quand on passe le feu, et bien évidemment, le feu, il a plus de mal à aller jusque dans le bord de la rivière. Donc c'est mauvais signe quand on perd ces forêts, parce qu'en général, on n'est plus capable de revenir en arrière. Et donc vraiment, on voit bien quand on est dans des paysages extrêmement tropisés, dans les vallées, par exemple, agricoles, on se retrouve avec, il n'y a plus du tout ce couvert de forêt. Et là, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec de l'eau qui n'est pas du tout régulée. Pendant la saison sèche, il n'y a plus d'eau. Et pendant la saison humide, ça déborde de partout, il y a des ruissellements. C'est le déséquilibre total. Total. D'ailleurs, on a gagné sur tous les fronts. On a perdu ces petits arbres, mais on a perdu aussi toute la régulation de l'eau. Donc c'est fondamental et on ne s'en rend pas vraiment compte en fait, de ces petites rivières, alors que tout le monde en profite, même tout le monde en profite le week-end pour aller profiter, et c'est des environnements qui sont extrêmement agréables. On pourrait lister des milliers de fonctions. En réalité, ce que l'on sait, c'est que c'est des environnements fondamentaux pour le maintien et la durabilité de cette biodiversité. Sans ces environnements, on retrouve dans un déséquilibre total, aussi bien pour la biodiversité que pour la circulation de l'eau. D'accord. Alors, justement, le fait qu'il y ait des arbres au bord du cours d'eau, le cours d'eau, il sert aussi de moyen de transport pour des graines. Ben oui, bien sûr. Toutes les arbres qui sont ici, si tu veux, vont utiliser cette voie de transport. Donc les graines vont tomber, certaines graines vont flotter, hein, donc toutes les graines ne sont pas adaptées. Elles vont circuler là-dessus. Mais il y en a d'autres aussi qui vont être transportées par les oiseaux, qui sont aussi ici, et puis par les chauves-souris. Et donc toute cette accumulation de biodiversité va s'aider les uns derrière les autres. Et toutes les plantes que l'on retrouve ici, finalement, vont pouvoir descendre jusqu'à la forêt sèche. Et à un moment donné, on va se retrouver dans un contact avec la forêt sèche et la forêt humide, côte à côte. Donc finalement, ces deux forêts ne sont pas séparées. Ah non. Elles peuvent vivre ensemble. En fait, avant l'arrivée de l'homme, il n'y avait qu'une seule forêt en Nouvelle-Calédonie. Il n'y avait pas une forêt sèche, une forêt humide, il y avait une seule forêt et elle couvrait l'intégralité des environnements. Et donc, en fait, on avait toujours des contacts comme ça entre la forêt humide et la forêt sèche. Et notamment, comme on avait vu tout à l'heure, les ripisylves qui permettent d'amener la forêt humide dans des milieux, on appelle ça plutôt des milieux secs plutôt que de dire des forêts sèches. On va plutôt vers les milieux secs. Et puis finalement, inversement, les milieux secs pouvaient remonter le long des crêtes pour aller partager la génétique, la biodiversité avec la forêt humide. Donc en fait, on n'a pas des forêts sèches et des forêts humides. On a une forêt en Nouvelle-Calédonie qui partage des environnements différents. Aujourd'hui, elle est malheureusement très fragmentée. Donc on a l'impression d'avoir plein de petits patchs de forêt. Mais il faut imaginer qu'avant, tout ça, c'était une grande continuité. Au-delà de la biodiversité terrestre, ces cours d'eau qui sont donc entourés par des ripisylves ont aussi une biodiversité particulière. Et j'ai prévu d'aller voir un hydrobiologiste pour qu'il m'en parle. Merci C'est super. Philippe. Merci à toi Elisabeth. Les ripisylves jouent également un rôle majeur dans le maintien de la vie aquatique, végétale et animale. C'est un lieu de biodiversité précieux et assez peu connu. Aussi, je vous propose d'aller mettre la tête sous l'eau, ici, à Dimbéa, avec Nicolas Charpin, hydrobiologiste, pour lequel les cours d'eau calédoniens n'ont plus aucun secret.
Bonjour Nicolas. Bonjour Elisabeth. Alors, je viens te voir aujourd'hui pour découvrir les dessous de la rivière de Dimbéa. Donc, toi, tu es hydrobiologiste. En quoi consiste concrètement ton métier? J'étudie tout ce qui est faune aquatique, donc des poissons aux insectes, dans les cours d'eau, les lacs, les marais. Et je fais des inventaires, donc pour cartographier la répartition des espèces, et tout ce qui est suivi environnementaux et études d'impact. D'accord, donc les études d'impact, là où il y a de l'activité Liées humaine. aux activités humaines, des constructions en bord de rivière ou sur les rivières, ce genre de choses, les suivis environnementaux pour voir l'impact de certains ouvrages ou certaines mines sur les milieux aquatiques, par exemple. D'accord. Donc tu as parcouru tous les cours d'eau de Calédonie, tu les connais, on va dire, presque par cœur. Et ici, à Dimbéa, qu'est-ce qu'on peut potentiellement trouver comme faune qui est donc inféodée à ces zones de ripisylve? Et on peut trouver plusieurs espèces. On peut retrouver dans les berges, on peut retrouver des anguilles, c'est aussi des cachettes pour les gros poissons, les carpes par exemple, des crevettes. Mais on a également aussi une espèce intéressante, c'est un syngnathe d'eau douce. Donc un syngnathe d'eau douce, c'est un hippocampe. On a des hippocampes dans les rivières en Nouvelle-Calédonie. 7 espèces en tout, dont une endémique qu'on ne retrouve qu'ici, qu'en Nouvelle-Calédonie, et elle est présente dans la Dimbéa. Donc je te propose d'aller mettre la tête sous l'eau et d'aller essayer de le trouver. Ah bah écoute, avec plaisir, allons trouver cet hippocampe d'eau douce. On va s'équiper. On met la combinaison, elle est fraîche. Oui, c'est ça. Hein. Bon, alors ça y est, on l'a vu. Alors il est vraiment très très fin cet hippocampe d'eau douce. On dirait une brindille. C'est ça, c'est pour ça qu'on le retrouve dans ces habitats, Eh oui. dans les zones avec de l'herbe, des petits bois, là, et il se met là-dedans et il passe inaperçu. Bah voilà la fameuse espèce endémique de Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un petit hippocampe d'eau douce. Son nom c'est Microphis cruentus. C'est une espèce qui a été découverte et décrite de la Dimbéa justement. Et la toute première fois qu'il a été trouvé, c'était dans la Dimbéa. Après, on le retrouve dans d'autres rivières sur la côte ouest, de Goro jusqu'au-dessus de Koné, Point-Bout. Ça, c'est une femelle. Au niveau de... Bon, on voit pas trop là, mais... Par rapport à la poche ventrale, elle n'a pas la poche ventrale. Okay. Et le mâle, il a une poche ventrale pour porter les œufs. Alors on a vu d'autres choses aussi, on a vu une petite crevette. Des crevettes, oui, on a vu des petits gobies aussi. Ouais. Donc plusieurs petits gobies. Ah, donc il y a beaucoup de vie quand même dans ces habitats là-haut. Il y a de la vie dans ces berges, oui. Alors comment se passe la reproduction de l'hippocampe d'eau douce? C'est la même chose que pour l'hippocampe d'eau de mer? C'est ça, c'est le mâle qui garde les œufs. La femelle pond les œufs, le mâle garde les œufs dans sa poche ventrale jusqu'à éclosion. Et une fois que les larves vont éclore, elles vont se faire emporter par le courant. Elles vont descendre jusqu'à la mer. Il va y avoir une phase marine, donc les larves vont rester un certain temps en mer. On ne connaît pas encore trop la durée pour cette espèce. Et après, elles remontent les rivières pour recoloniser les différents cours d'eau. C'est pour ça qu'on retrouve la même espèce dans différentes rivières en Nouvelle-Calédonie. C'est parce que les larves passent par la mer. Ouais, donc c'est vraiment très important cette connexion qu'il y a entre les milieux d'eau douce et le milieu marin. Toutes les espèces de poissons des rivières en Nouvelle-Calédonie, sauf une qui est endémique du Grand Sud, et les espèces introduites. Le Galaxia, dans le Grand Sud, voilà. Il va jamais en mer, il fait 100% en eau douce. Et toutes les espèces introduites envahissantes, le tilapia, le poisson million, etc. Ça fait aussi un cycle 100% en eau douce. Mais toutes les autres espèces, donc on en a un peu plus de 70, elles doivent passer par la mer à un moment de leur cycle de vie.
Alors qu'est-ce qui se passerait si on détruisait ces cordons forestiers sur les berges des rivières? Et perd des habitats. Voilà, on perd ces habitats et pour l'hippocampe, par exemple, c'est son préférenda d'habitat. C'est là qu'on va le retrouver principalement. Et donc si on détruit ça, il perd son habitat et il se retrouve à la merci des autres poissons. Et chaque espèce a son rôle écologique espèce, à son jouer. micro-habitat, son rôle. Voilà. De les conserver, de conserver ces ça. habitats. Merci pour cette découverte, Avec Nicolas. plaisir. La ripisylve est un écosystème soumis à de nombreuses pressions, comme le changement climatique, le développement des espèces envahissantes ou encore les aménagements. C'est donc un milieu forestier dont il faut s'occuper de toute urgence. Certains acteurs se sont déjà emparés de la question en lançant une dynamique de reboisement de ces cordons forestiers, comme c'est le cas ici, à Nessadiou, dans la commune de Bourail, où nous allons retrouver notre expert du WWF, Hubert Géraud. Bonjour Hubert. Bonjour Elisabeth. Alors aujourd'hui, on se retrouve au bord de mer pour parler d'un des rôles écologiques extrêmement importants de la ripisylve en faveur de la protection des récifs coralliens. Ben oui, parce que quand on pense aux menaces sur les récifs coralliens, on pense à quoi? On pense à la surpêche, on pense aux ancrages sauvages et on pense au réchauffement climatique avec l'augmentation de la température, l'acidification des océans et puis des événements météorologiques destructeurs. Mais on pense beaucoup moins aux pressions qui viennent des bassins versants qui font face à nos récifs coralliens et en particulier aux problématiques d'érosion des sols et aux eaux chargées en terre qui arrivent et qui peuvent asphyxier nos récifs. Oui, on le voit bien d'ailleurs après des fortes pluies. Toute cette zone, généralement, l'eau, elle est rouge. Oui, et dans un contexte de changement climatique, en Nouvelle-Calédonie, on s'attend au cours du siècle à avoir d'une part une perte des précipitations sur la côte ouest de 20 à 30%. Donc on aura beaucoup plus de sécheresse, un doublement des vagues de chaleur et des événements pluviométriques plus violents. Ça veut dire quoi au global? C'est qu'on aura un risque plus important d'incendie, donc plus de dégradation de la couverture végétale sur le bassin versant, donc plus de ruissellement, plus de crues en sévérité et en fréquence, et donc au final, plus d'érosion des terres agricoles qui vont finir dans le lagon sur nos récifs. Alors que se passera-t-il si on ne fait rien? Si on ne fait rien, on va avoir une augmentation des phénomènes, donc davantage d'érosion des terres agricoles bourraillaises et davantage de récifs en train de mourir ou voire complètement morts. Donc ça veut dire quoi? Moins de terres agricoles pour produire, donc moins de production agricole au final, et moins de ressources lagonaires. Et ce qui va à contre-courant de l'ambition des Calédoniens d'augmenter l'autosuffisance alimentaire. Et il y aurait aussi un impact important sur le tourisme, qui est une ressource économique très importante pour la commune de Bourail et qui est surtout liée à son lagon. Carrément, le tourisme nature à Bourail avec l'agriculture, c'est les deux moteurs économiques de la commune. Donc c'est important de les conserver et d'en prendre soin. Alors on a bien compris la connexion entre la rivière et la mer. Que faut-il faire, mais surtout comment faut-il le faire? Eh bien, il y a différents chantiers. Il y a tout d'abord réduire, éteindre l'allumette qui brûle nos bassins versants. Réduire la population de cerfs et de cochons qui dégradent les sous-bois et participent aussi à l'érosion. Mais aussi ne pas laisser des sols agricoles nus pendant la saison des pluies. Donc avoir des cultures de couverture en inter-grande culture. Et puis protéger et restaurer ces ripisylves, ces cordons forestiers le long des berges, pour pouvoir préserver ces sols agricoles. Parce que ces ripisylves, elles ne vont pas empêcher l'eau des crues de rentrer dans les champs. Par contre, elles vont protéger les berges de l'érosion verticale. Et en ralentissant l'entrée de l'eau dans le champ, elles vont réduire, voire stopper, l'érosion horizontale des terres agricoles. Et donc faire que les eaux qui vont arriver dans le lagon seront bien moins chargées en boue.
Alors justement, le WWF a entrepris un projet ici à Bourail. Qu'est-ce que vous faites exactement? Je te propose de nous y rendre directement, donc de remonter un peu plus en amont sur la NERA et de voir concrètement le début du travail. Ah bah écoute, on y va. Et donc Elisabeth, ce projet s'appelle PERENNE pour protection et restauration des répiscives de la NERA. Donc ça a été rendu possible grâce à la collaboration avec la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie et le soutien financier de l'initiative Kiwa, qui a pour ambition de soutenir les communautés du Pacifique dans leur résilience climatique en mobilisant des solutions fondées sur la nature. Et nous, notre solution fondée sur la nature, c'est la protection des répiscives. Alors comment s'articule le projet pérenne, Hubert? Il a l'objectif principal de promouvoir la restauration et la protection des répiscives pour protéger la terre des agriculteurs bouraillais, mais également leurs récifs coralliens. Il s'articule en 3 volets: connaître, réparer, partager. Donc connaître parce qu'on ne connaît pas grand-chose aux répiscives et que l'on veut produire des outils pour diagnostiquer, protéger et restaurer. Un deuxième volet qui est réparer, pour soutenir les agriculteurs bouraillais qui seraient intéressés de protéger leurs bords de rivières en utilisant cette solution fondée sur la nature. On va produire 16 000 arbres pour cela, grâce à 2 associations, Boira Tortue Marine, de l'autre côté de la rivière, et Apoya, l'association des femmes de la tribu de Guapin, Ouérétéo. Et un troisième volet qui est partagé, pour que toute l'expérience et les outils produits soient diffusés à travers la Nouvelle-Calédonie. Et puis également, dans le partagé, il y a également mobiliser la nouvelle génération, les jeunes bouraillais, à travers les 2 collèges Louis-Léopold Diette et Sacré-Cœur, qui vont devenir les ambassadeurs de leur ripisylve, avec chacun une pépinière pédagogique et l'accompagnement précieux du CIE. D'accord, donc c'est vraiment un projet qui est profondément citoyen, qui implique tout le monde dans la commune. Ouais. Et ici, donc, on est plutôt sur un projet qui concerne le point numéro 2, réparer. C'est un projet de restauration de la ripisylve. Tout à fait. C'est ça ? Donc on est sur la station d'élevage de Nessadiou, de la Chambre d'agriculture et de la pêche, et le responsable de cette station, donc Alexandre Étuvé, nous témoignait que l'on perdait chaque année, depuis une vingtaine d'années, 1 mètre. Donc le bord de la parcelle recule chaque année, donc il faut reculer chaque année les clôtures. Ah oui, donc ça fait vraiment beaucoup. Hein. Ah oui, oui, oui. On va aller voir ça de plus près ? Avec plaisir. Et donc nous voilà sur une plantation qu'on a réalisée il y a 2 mois, sur une zone érodée de 130 mètres de long. Alors là, je vois que dans la zone de marée, vous avez planté des palétuviers. Notamment, je reconnais le palétuvier rouge. Tout à fait, et mixé avec 2 autres espèces de palétuviers, des Bruguiera et des Avicennia. Et puis ici, derrière, donc sur la partie terre ferme, je vois des palétuviers aveuglants. Oui. C'est ça. Et puis là, une ligne d'arbres de la forêt sèche avec ici l'acropogon et le raporé. Voilà, des grands arbres de forêt sèche qui sont présents en grand nombre sur Bourail. Et à tes pieds, je vois une bouture avec des feuilles assez caractéristiques, en forme de cœur. C'est une espèce qu'on connaît bien ici, ça. Bah oui, c'est le bourrao. Eh oui. Tu peux en voir des magnifiques sur l'autre berge en face de nous. Ouais. Alors, cette parcelle, dans quelques années, elle devrait justement ressembler à ce qu'on voit en face. On l'espère vraiment, ce que tu vois en face ou ce que tu vois juste à côté, où tu peux admirer l'enchevêtrement de racines des arbres qui sont adaptés, les arbres de ripisylve, et qui jouent un rôle mécanique de protection des champs bourraillais. Alors ici, on voit vraiment bien le rôle de tampon entre le milieu terrestre et le milieu aquatique que joue la ripisylve, qui doit être considéré comme un véritable partenaire pour les agriculteurs, pour les pêcheurs, mais aussi pour les opérateurs touristiques et bien sûr pour les environnementalistes. Ben oui, et tous les habitants bourraillais, et je dirais même tous les Calédoniens. Merci Hubert. Merci Elisabeth.